Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle facecam sur le sujet de YouTube. J'ai voulu faire un live l'autre jour justement à ce sujet concernant le monde de YouTube et tout ça parce que je suis tombé sur un article par hasard sur le site Mademoiselle qui parle du métier de YouTubeur et tout ça. Et je me suis dit que ça serait sympa de le commenter en fait en vidéo. Alors si je parle doucement c'est parce qu'il est 2h du matin, voilà. Donc je parle pas trop fort, je tourne la vidéo à 2h du matin. Et j'ai envie de parcourir un petit peu cet article. Je l'ai survolé, j'ai pas voulu le lire complètement, que je voulais attendre de faire cette vidéo pour le faire. Et je me dis que ça pouvait être sympa parce que je donnerais un petit peu mon avis en tant que tout petit youtubeur. Moi, je suis de la merde sur YouTube, mais je me dis que j'ai quand même un petit peu d'expérience en produisant autant de vidéos sur internet et en ayant travaillé du coup sur YouTube depuis quelques années. Je pense que je pouvais donner un petit peu un avis, mon avis personnel. C'est un peu comme un format breaking news, sauf qu'en fait on traite d'un article sur un site internet. J'ai déjà traité d'autres choses sur les sites internet comme des faits sur notre terre, des machins comme ça. Et je me suis dit que j'aimerais bien aussi commencer à vous faire des vidéos où je vous donne mon avis en fait sur des choses que je lis sur internet. Ça peut paraître con et tout, mais moi je sais que j'aime bien regarder ce genre de vidéos où d'autres youtubeurs lisent des articles et tout et donnent leur avis, voilà. Et je sais que vous êtes vachement attentifs à ce que je dis, même si comme d'habitude je vous dis que je vous influence pas et je vous demande pas de me croire ou d'adhérer en fait à ce que je pense, mais je pense que ça peut être sympa d'étudier comme ça certains articles. Donc n'hésitez pas déjà à commenter, à me dire si ça vous botte ou peut-être attendre la fin de la vidéo pour voir si ce format vous plaît. Mais en tout cas c'est peut-être un nouveau format de vidéo, voilà. Vous connaissez au site Mademoiselle, le titre c'est YouTube derrière la célébrité et la solitude, où en fait ce site internet a organisé 11 entretiens avec des créateurs et créatrices. Donc c'est des youtubeurs que je connais pas tous, voilà, je les connais pas tous, mais on va surtout regarder un petit peu l'article en dehors de ce qu'ils ont pu répondre. Donc se sentir isolé alors qu'on a des centaines de milliers d'abonnés, quelle ironie. Moi c'est pas mon cas, j'ai 30 000, un peu plus de 32 000 je crois, je sais même pas, 36 779. C'est pourtant le revers de la médaille que racontent les créateurs. Interviewés. S'afficher et s'exprimer publiquement, ce n'est pas anodin. Et quand ta personnalité et ta vie devient ton gagne-pain, ça pose de sérieuses questions identitaires. Dans la série, les vidéastes reviennent sur plusieurs aspects méconnus du grand public et cassent quelques clichés sur le métier de youtubeur. Et c'est ça qui m'intéressait, c'est d'avoir un peu leur avis. La frontière entre communication sur soi et voyeurisme est souvent fine. Alors sur ce point, je suis totalement d'accord, d'autant plus que lorsque tu produis des vlogs YouTube, en fait, la frontière entre la vie privée et la vie publique est super mince en soi, tu vois. T'as beau te dire, ouais, il y a des choses que je dirai pas, il y a des choses que je dévoilerai pas, il y a des choses que je garde pour ma vie privée, etc. Ça reste comme super difficile comme discipline à exercer, parce que d'un côté, en fait, t'as toute la reconnaissance de ta communauté, le fait que les gens commentent tous les jours, partagent, etc., les félicitations, les remerciements, toutes ces choses-là, il y a une proximité qui se crée, en fait, il y a une confiance qui se crée avec la communauté qui est naturelle, et cette confiance, en fait, te vient à te pousser un peu plus à te dévoiler, te pousser un petit peu plus à raconter un peu plus ta vie ou des détails, et en fait, en faisant ça, tu donnes des armes, en fait, à tous ceux qui sont là pour ce type de voyeurisme malsain, en fait, parce qu'il y a du voyeurisme et de regarder du contenu, mais ce voyeurisme un peu malsain, en gros, de la critique, de la haine et tout ça. Donc je pense que c'est ça qu'ils disent, c'est que du moment où tu commences à vraiment t'exposer sur YouTube, malheureusement, en fait, ta vie privée, la couche entre vie privée et publique se réduit de plus en plus. D'ailleurs, un youtubeur que je suis régulièrement, qui est Akram, vous savez, il fait des vidéos sur les bagnoles, mais il fait aussi beaucoup de vlogs et il le dit très souvent. Je garde 90% pour vous et 10% de ma vie privée pour moi-même. Moi aussi, c'est pareil, il y a des choses que je vous dis pas, il y a des choses que, même pas parce que j'aurais pas le droit de le dire, mais il y a des choses que je vous dis pas ou des éléments que je vous dévoile pas, parce que je sais que même si ces éléments, je les dévoilerai juste par bonne conscience, par envie de partage avec vous, c'est des choses que les gens pourraient se servir contre moi pour m'atteindre et me faire du mal. Donc tu vois, je le dis pas. Voilà, c'est des détails comme ça de la vie. YouTube incite ses utilisateurs à marketer leur personnalité à outrance. Le monde de YouTube, de toute façon, pour réussir, il faut se démarquer. C'est pour ça que moi, je n'évolue pas en soi je gagne pas d'abonnés ou quoi que ce soit sur YouTube, parce que j'ai ma propre personnalité et elle plaît pas à tout le monde, tu vois. Et je pense qu'en fait, il faut être mainstream sur YouTube, tu vois. Je regarde beaucoup de créateurs sur YouTube et tout ça, et je me rends compte qu'en fait, plus les années ont passé, et plus en fait, le contenu est devenu très lisse et très rébarbatif. J'ai vraiment l'impression que si tu regardes, alors je ne critique pas, mais si tu regardes par exemple du Amixem, du Mastu, du Joyka, etc., pour la Redbox, enfin anciennement Redbox, du Vodka, des youtubeurs qui créent du contenu divertissant et tout ça, en fait, j'ai l'impression que tu changes juste le personnage et que derrière, le contenu ou le type de vidéo reste un peu le même. Alors, je sais qu'il y a des vidéos très travaillées, et je dis pas le contraire, mais tu vois un peu
du même genre, quoi, vidéo réaction, machin, etc., comme ce que je fais aussi. Et du coup, bah ouais, j'ai l'impression que ça commence à devenir un peu un gros pavé d'un peu tout pareil, quoi. Les tendances, c'est pareil, voilà, c'est mon avis là-dessus. La solitude est omniprésente, s'entourer est de plus en plus difficile à mesure que la notoriété augmente. Bon, moi j'ai pas ce problème. J'ai pas ce problème parce que j'ai pas de notoriété du tout, mais je pense qu'en effet, de ma petite expérience sur YouTube, la notoriété t'amène justement des gens qui vont te côtoyer, que ce soit dans le domaine professionnel, des agents, des agences de pub ou des trucs comme ça. Je pense qu'en effet, plus la notoriété augmente et plus c'est difficile de s'entourer de bonnes personnes surtout. Les proches ne comprennent pas nécessairement que la création de vidéos est un métier. Alors moi j'ai vraiment la chance, et ça je vous le dis, j'ai vraiment la chance d'avoir en tout cas des parents, alors mes sœurs et tout je ne sais pas, mais en tout cas j'ai la chance d'avoir des parents qui comprennent mon métier, qui comprennent que c'est du travail, qui comprennent ce que ça représente comme travail, etc. Et du coup je suis soutenu là-dedans. Là, vraiment, que ce soit mon père ou ma mère, la chance d'être soutenu là-dedans, même les parents de Laura, en tout cas la mère de Laura, elle a compris ce que je faisais, elle regarde les vidéos régulièrement et tout ça. Et c'est vrai que bah c'est quelque chose qui est un peu compliqué. Après, vous savez, moi j'ai eu l'habitude parce que quand j'ai commencé à monter des business déjà depuis 2008, mais quand j'ai par exemple monté des sites internet en 2013-2014 qui ont duré pendant plusieurs années, qui ont fait vivre la famille et tout ça, bah je me suis rendu compte que même pour ça les gens ne comprenaient pas. C'est arrivé souvent que je côtoie des professionnels qui me demandent mais tu vis de tes sites internet en fait, tu vois. Ça paraissait tellement incroyable que tu puisses en vivre. Donc du coup, cet aspect un peu du ah bon, YouTube, tu gagnes de l'argent dessus, bah moi ça me touche pas trop. Ça me fait plus sourire et plus rire en fait. Donc quand ça vient de la famille, des proches, des amis ou même plus éloignés, qu'on vient en disant ah, mais tu vis de ça, tu vois. Ça me choque pas parce que moi je vis ça depuis des années, même avant YouTube avec les anciens business que j'avais. Donc à la limite, je trouve, de toute façon, du moment où c'est des nouvelles technologies, du moment où c'est des choses un peu hors du commun qui sortent un peu de l'ordinaire au niveau métier, on sort un peu du cadre des métiers traditionnels, j'ai envie de dire, que ce soit des métiers manuels ou intellectuels. De toute façon, les gens ont du mal à comprendre le fonctionnement et je pense qu'on peut pas leur en vouloir. C'est pour ça que quand quelqu'un me dit avec étonnement par exemple à l'Airsoft, la dernière fois, quelqu'un m'a dit mais c'est pour rire que tu fais des vidéos. Je fais non, j'en vis. Et les gens ils comprennent pas et tu peux pas leur en vouloir parce qu'il faut leur expliquer. Je leur explique un peu le fonctionnement des vues, les rémunérations, etc. Comment ça marche, les cotisations, le revenu brut, le revenu net, ce que tu fais. Et en fait, les gens comprennent que en soi c'est une entreprise, quoi. Voilà, être youtubeur, c'est être chef d'entreprise avant tout. Sauf que au lieu de poser du carrelage dans une maison, au lieu de faire du conseil en comptabilité ou j'en sais rien, de l'infogérance ou autre, et en fait tu fais des vidéos sur YouTube. Voilà. Donc moi j'ai la chance d'avoir des proches qui comprennent mon travail et ça c'est vraiment je pense que ça serait vachement plus difficile si j'avais des parents qui comprendraient pas. Parce que j'en parle souvent avec eux, je pense que ça serait vachement plus difficile si mes parents ne comprendraient pas mon travail. Ne comprenaient pas, pardon. Les vidéastes d'un certain niveau n'ont pas de manager, ni de patron, ni d'interlocuteur chez YouTube. C'est vrai que moi j'ai un network, et le network je le contacte quasiment jamais parce que ce network m'apporte certaines choses, certains avantages, je vais pas dire le contraire, sinon je serais pas avec un network. Mais en dehors de ça, à mon niveau, avec mon petit niveau d'abonnés, et ayant géré une chaîne YouTube avec beaucoup plus d'abonnés, 100 000 de plus, en effet, c'est un certain cap, on commence à s'intéresser à toi. Passer les 100 000 abonnés pour moi, c'est vraiment un gros palier sur YouTube, et YouTube s'intéresse à toi, ton agence s'intéresse à toi, des agences s'intéressent à toi, et le network avec qui tu bosses s'intéresse à toi. Donc c'est vrai que là-dessus, malheureusement, quand t'es jeune youtubeur et que tu te lances et que tu commences à gagner un peu ta vie sur YouTube, un petit peu d'argent et tout ça, et je pense que des fois il y aurait peut-être moyen d'être conseillé, ça ferait du bien. C'est pour ça qu'il y a par exemple le youtubeur Poisson Fécond qui est en train de mettre en place justement un service d'aide aux youtubeurs pour les conseiller et tout ça. C'est un service de conseil, en gros de consultant. Et ce service je le suis de près parce que moi ça m'intéresse beaucoup, parce que je suis pas parfait sur YouTube. Il y a des choses où je serais prêt à changer, des choses que je serais prêt à modifier si je sais que ça peut fonctionner. Mais il y a des choses par exemple que je serais pas prêt à mettre de côté. Voilà, si on vient me donner conseil, il faut que tu te cales un peu sur ce qui se fait sur YouTube, que tu fasses du contenu qui plaise sur YouTube, et que moi ça me plaît pas, et tant pis, je resterai au même niveau d'abonnés que je suis. Mais voilà, c'est vrai que quand t'es un petit youtubeur, t'as pas forcément tous les conseils qu'il faut, et c'est pas facile. Il faut être capable de s'auto-former sur une multitude d'aspects. Oui, il y a beaucoup de youtubeurs qui sortent d'écoles de vidéastes, qui sortent d'écoles de marketing, etc. Pour moi, le fait d'être entrepreneur sur YouTube, ça réunit plusieurs corps de métier. Ça réunit le métier de créateur de vidéos, monteur, cadreur pour certains tournages. Ça nécessite aussi des connaissances en post-prod aussi pour la musique, certains effets spéciaux, des choses comme ça. Ça nécessite de maîtriser le logiciel de montage, mais pas que. Ça nécessite aussi de maîtriser quelques logiciels de graphisme, faire les miniatures comme ça. Quand tu veux faire toi-même, de toute façon, t'as pas le choix.
à un certain niveau, tu peux pas payer un monteur, un cadreur, etc. C'est pas possible. Et ça nécessite aussi des connaissances en comptabilité, en administration d'entreprise, gestion d'entreprise, pour pas avoir de surprises au niveau des déclarations fiscales ou des choses comme ça. Et ça nécessite aussi un travail de community manager, de conseils pour bien gérer les réseaux sociaux, etc. Donc je suis d'accord qu'il faut être capable de s'auto-former. Et pour moi, les nouveaux métiers, il n'y a pas que YouTube, il y a plein d'autres métiers de l'informatique ou des médias actuels qui nécessitent du coup d'être autodidacte sur pas mal de... Après, c'est un avantage de sortir d'une école où tu avais un de ces aspects, parce que je doute qu'un YouTuber sorte d'une école et sache être monteur, cadreur, graphiste, mais en même temps comptable, en même temps community manager, en même temps spécialiste dans le marketing, la négociation de contrats, annonceur, etc. Bon, si t'as une équipe derrière, ça va. Je pense que si tu te lances sur YouTube et que t'as une équipe derrière qui peut t'aider, à mon avis, tu peux cartonner. Et ça se voit avec beaucoup de chaînes YouTube, comme par exemple la chaîne YouTube de Baptiste Marchais, Benchen Cigar. J'ai découvert il y a quelques semaines, quelques mois, qui est monté très vite sur YouTube. Parce que derrière, au-delà de lui et de sa personnalité quand même très accrocheur, si on aime ou on n'aime pas, il a aussi une équipe derrière. Il a tout de suite eu un cadreur, il a tout de suite eu quelqu'un qui montait ses vidéos, il a tout de suite eu quelqu'un qui le conseillait, etc. Donc c'est vrai que quand tu as les moyens et que tu te lances sur YouTube, tu peux t'entourer de personnes qui peuvent te faire décoller très vite. Ensuite, point suivant, leur outil de travail évolue sans cesse, mais ils en sont dépendants pour continuer à exercer. Oui, c'est vrai. C'est vrai que là-dessus, bon, moi j'ai travaillé dans l'informatique depuis mes 18 ans, donc je suis assez à l'aise avec l'informatique, donc tout ce qui est logiciel de montage, adaptabilité au niveau des nouvelles technologies, des nouveaux logiciels, etc. Ça, j'ai pas de problème. Je pense que c'est un peu plus difficile pour des gens qui sont un peu moins à l'aise avec l'informatique, et ça je peux le comprendre, qui vont essayer de trouver des outils faciles et tout, mais des fois c'est limité. C'est comme par exemple moi, j'utilise un logiciel de montage professionnel qui me coûte beaucoup d'argent, mais je sais que par exemple pour les montages de Ghost Us, j'aurais peut-être besoin de passer sur un autre logiciel davantage performant, mais il va me falloir du temps pour apprendre à l'utiliser, etc. Donc là-dessus c'est vrai que c'est pas simple, même pour le matériel, les caméras et tout, savoir quelle caméra acheter pour débuter sur YouTube, quelle caméra prendre et tout. Vous savez, moi j'ai pas acheté mon matériel comme ça, je savais exactement ce qu'il fallait prendre. Je me suis renseigné, j'ai contacté des monteurs ou des cadreurs qui travaillent avec des grands youtubeurs, par exemple Cyril MP4, j'ai contacté son ancien cadreur et monteur pour lui dire écoute, je veux faire ça, qu'est-ce qu'il me faudrait comme matos, et il a eu la gentillesse de me répondre. Pour ça, moi quand on me contacte pour me demander des conseils pour YouTube, ça je réponds généralement en disant voilà c'est telle caméra qu'il faudrait, c'est tel objectif, etc. Donc c'est vrai qu'il faut toujours se maintenir à la carte, enfin au goût du jour, pardon, je sais pas si ça se dit à la carte, et il faut toujours réapprendre son métier et évoluer sans cesse. Ensuite, les orientations de leur future production sont dictées par des annonceurs qui brident insidieusement leur liberté d'expression. Alors, à mon niveau, j'ai pas beaucoup de collabs et j'en refuse énormément. Voilà, je sais que c'est certains qui y croient pas, mais je m'en bats les couilles. Et je refuse beaucoup de collaborations parce que je trouve que ça correspond pas du tout à ma ligne éditoriale, ça correspond pas du tout à ma personnalité, ça correspond pas du tout à ce que ma communauté serait intéressée d'acheter. Et parfois, c'est des arnaques, du dropshipping, etc. Là, par contre, si demain je veux vous faire de la pub de dropshipping, je peux vous en faire une tous les 3 jours et augmenter, doubler mon salaire à la fin du mois. Je pourrais. Vraiment, je ne mens pas à mon niveau. Je peux vendre une story Instagram pour des trucs de dropshipping 150, 200 balles sans problème, parce que j'ai très bonnes statistiques sur Insta, et comme ça vous vendre de la merde, vous proposer de la merde. Je pourrais, mais ça m'intéresse pas, c'est pas dans mes valeurs. C'est vrai que quand t'es un plus gros youtubeur, et je l'ai vu quand tu dépasses les 100 000 abonnés, c'est vrai que les annonceurs sont beaucoup plus sérieux et beaucoup plus attentifs à ce que tu crées comme contenu. J'ai déjà géré des collaborations où, bon, généralement quand je m'occupais de la post-prod, je m'occupais de la promotion et tout ça, ça passait généralement bien. C'est de mémoire, il me semble pas avoir vu une collab qui est recontactée en disant ce que vous avez fait c'est de la merde, ça me plaît pas ou quoi que ce soit. Par contre, ces marques sont attentives du coup à ton image sur internet, à ton image sur YouTube. C'est vrai que moi suivi par des haineux qui s'amusent à taguer les marques à chaque fois qu'il y a une collab, et ça nécessite aussi un travail derrière au niveau de la négociation. Je suis clair avec les annonceurs. Quand je travaille avec un annonceur, je lui explique écoutez, je suis prêt à travailler avec vous, cependant je vous avertis que je suis suivi par quelques dizaines de personnes un peu mal intentionnées qui vont vous contacter, qui vont vous faire croire qu'elles sont 500 000 et qu'elles vont boycotter votre marque, etc. Donc est-ce que vous acceptez quand même de travailler avec moi? Donc du coup ça nécessite, tu vois, de brider, comme ça dit, ça bride insidieusement la liberté d'expression. Pas la liberté d'expression, mais la liberté d'entreprendre et de faire un partenariat comme n'importe quel influenceur ferait. Voilà. Nous avons ensuite le harcèlement de masse, les insultes et la violence des réseaux sociaux peut devenir rapidement leur lot quotidien. Oui, je pense que j'ai pas besoin d'épiloguer ou de détailler ce point au niveau de la vidéo, mais en effet, je suis victime, je le dis sans problème, de harcèlement, d'insultes quotidiennes, de violences quotidiennes, de calomnies, de diffamation, de tout ce que vous voulez. Un groupe de personnes qui n'ont que ça en tête de me détruire et de tout faire pour ils espèrent quoi, que je me pende, que je me plante avec la bagnole parce que
que j'aurais voulu en finir. Je sais pas ce qu'ils recherchent ou que je disparaisse des réseaux sociaux. Mais le problème, c'est ça, c'est que c'est très paradoxal. Ces gens-là, en fait, estiment qu'elles font ça parce que je suis une mauvaise personne, je suis mauvais pour les enfants, etc. Mais d'un autre côté, en ayant ce genre de comportement, elles peuvent pousser à des comportements extrêmes. Si demain je viens à disparaître physiquement parce que j'aurais été poussé à bout, les enfants seront tristes de plus avoir leur père, en fait, tu vois. Donc je sais pas ce qu'ils recherchent ces personnes, mais c'est vrai que le harcèlement est très très compliqué sur YouTube. Et on a parfois l'impression, si t'as pas les moyens, d'être démuni face à tout ça. Moi, je le vis bien dans la mesure où je pense que j'ai le mental pour ça et que j'ai pas de, voilà, ça me monte pas la tête ou quoi que ce soit. Des fois, ça me touche plus que d'autres, je vais pas vous mentir. Mais j'ai vu des youtubeurs que je suivais arrêter YouTube ou faire une pause sur YouTube. Et avec une vidéo, par exemple, qui m'a vraiment marqué, celle de Marie Frozen Crystal, qui est sortie il y a quelques années, où elle disait que justement YouTube n'était pas fait pour tout le monde parce qu'on n'est pas tous égaux face au fait de supporter la haine sur les réseaux sociaux. Et je pense que voilà, c'est le cas sur YouTube. Donc c'est un peu compliqué ce harcèlement. Et en tant que petit youtubeur, on n'a pas forcément les moyens de payer des blindés d'avocats, d'être super bien conseillé au niveau du harcèlement, de savoir quoi faire pour arrêter tout ce bordel. Contrairement à des grands youtubeurs qu'on peut-être, même si la haine est présente et qu'elle les touche forcément, ils ont peut-être le fait de se rassurer en ayant des professionnels qui les épaulent là-dedans. Ensuite, la société et certains médias leur refusent le statut de professionnel. Là, ça revient un peu au domaine familial, au niveau de la reconnaissance du métier, c'est un peu pareil. Il est vrai que la société actuelle et les médias ne considèrent pas le métier de créateur sur YouTube d'un vrai métier. Et je pense que ça, malheureusement, ça concerne aussi plein d'autres professions. On parle beaucoup de YouTube. Pour avoir travaillé depuis 2014 dans la pub, je peux vous garantir qu'il y a énormément de métiers qui sont considérés comme métiers ingrats ou peu professionnels, alors qu'en fait, c'est simplement des nouveaux métiers du web. Voilà. Et je pense qu'il faudra quand même encore pas mal d'années pour que ça soit ancré et que ça rentre vraiment dans la tête que c'est un métier, tu vois. Tu vas avoir une banque, peu importe, un professionnel, tu loues une maison, etc. Puis en disant, je suis patron de ma boîte. Et ça m'est arrivé il y a quelques années. Voilà, on est patron d'une société. Cette société paye un salaire tous les mois, correct, stable, qui ne varie pas, etc. Parce qu'à chaque fois, les revenus suffisent à payer le salaire. D'accord, ok, vous travaillez dans quoi? Ah bah, je fais des vidéos sur YouTube. Ah, voilà, tu vois, tout de suite, tu sais que ça coince, quoi. C'est dommage parce que quelqu'un qui travaille dans le bâtiment, qui travaille dans une spécialité artisanale ou quoi que ce soit, elle sera aussi soumise malheureusement à un carnet de commandes. Nous, notre carnet de commandes sur YouTube, c'est les vues, en fait, tout simplement. C'est la fidélisation de la communauté, le fait de faire des vues et tout. Et en fait, dans un autre métier qui serait aussi entrepreneurial, ça serait un carnet de commandes. Je veux dire, moi, j'ai des proches à moi qui bossaient dans des boîtes qui ont fait faillite. C'était des boîtes pourtant qui avaient pignon sur rue ou qui fonctionnaient très bien, mais il suffit qu'un nouveau concurrent s'installe, il suffit qu'il y ait un nouveau marché qui s'ouvre, il suffit que le prix de telle ou telle matière première augmente considérablement ou alors soit proposé à d'autres entreprises, etc., qui fait que l'entreprise va faire faillite alors que tout se passait bien et le carnet de commandes se vide et finalement on licencie les gens. Donc tu vois, moi faire l'analogie entre le métier de youtubeur et la précarité financière, je suis pas d'accord. Après, le problème, c'est que sur YouTube, il y a eu aussi beaucoup de youtubeurs qui se sont permis de faire croire à leur communauté que YouTube ne rapportait pas d'argent ou très peu d'argent, etc., alors que derrière c'est faux pour la plupart. C'est juste que je pense que ce métier a été tellement mal vu, tellement jugé, même au niveau des collabs. Au niveau des collabs, ça va un peu mieux. Je trouve qu'au niveau des collaborations, ça a été enfin accepté que des youtubeurs fassent des collaborations, la pub dans les vlogs ou dans les vidéos, les facecam ou peu importe quelle vidéo tu veux. Mais je pense que le fait que justement il y avait ce mauvais jugement du créateur YouTube en disant il faut rien de ses journées, il fait juste une vidéo et il gagne de l'argent, que les youtubeurs sont tombés un peu dans la spirale de dire ouais mais en fait non, on gagne pas tant que ça, tu vois. Alors qu'en fait derrière il y a plein de choses qu'il faut réfléchir. Par exemple, je prends le cas de gros youtubeurs qui viennent dire en facecam oui YouTube oui ça rapporte. Alors maintenant ils commencent à le dire, hein. Par exemple Amixem et tout ça, ils le disent ouais ça rapporte du fric. On ment pas, ça rapporte du fric. Enfin ils l'admettent, tu vois. Mais il y a des youtubeurs qui disent oui voilà, moi je suis très prudent, YouTube c'est pas aussi ouf que vous pensez, du coup je me verse un salaire de 2000 € net par mois, etc. Et puis quand tu regardes les statistiques et tout, tu te rends compte que le gars, au lieu de se verser 2000, en fait il en encaisse 10 000, tu vois. Mais derrière, bon, il y a les charges d'entreprise, etc. Mais il faut savoir qu'en tant qu'influenceur ou youtubeur, il y a énormément de choses qui peuvent passer en frais professionnels. Je veux dire, il y a tout le monde qui ont des avantages, on appelle ça des optimisations fiscales, des avantages fiscaux, dans la mesure où en tant qu'entrepreneur, je veux dire, tout le matériel que tu achèteras, c'est ta société qui va l'acheter, parce que c'est pour travailler. Parce que derrière, tu vas aussi t'en servir pour jouer, tu vas t'en servir pour toi, personnellement. Pareil, le véhicule, tu peux très bien acheter un véhicule en tant que youtubeur et le faire passer dans l'entreprise parce que ça te permet d'aller sur des lieux de tournage. L'essence aussi, il est payé comme ça. Les repas aussi, si t'as un bureau ou si tu es en tournage à l'extérieur,
l'intérieur, les repas sont payés aussi. Tu vas au McDo, je vais au McDo moi avec Geoffrey ou au Kebab avant de faire une enquête Ghost and Us, bah c'est mon entreprise qui paye, c'est pas moi. C'est des frais professionnels vu qu'on va faire un travail professionnel, tu vois. Il y a énormément de choses comme ça qu'il faut se rendre compte et on peut aussi même, ça peut arriver, moi je sais, je travaille avec une comptable qui s'occupait justement de l'entreprise pour laquelle je travaillais depuis des années et elle avait dit on peut même déduire une partie du loyer de la maison en frais professionnels dans la mesure où ça reste un environnement de travail, donc c'est au niveau des mètres carrés, machin, et tout, même la facture d'électricité, facture de téléphone, machin, tout peut être calculé et avantagé, tu vois. Finalement, un youtubeur qui vient de dire je gagne 2000 € net par mois alors que le mec fait 3 millions de vues, tu te dis ouais, pourrait se verser plus, oui, mais il gagne 2000 € par mois, mais peut-être qu'une partie de son loyer est payée par l'entreprise, peut-être que sa voiture est payée par l'entreprise, son essence est payée par l'entreprise, ses repas pro sont payés par l'entreprise, donc le mec derrière, il lui reste plus que ses charges personnelles, comme tout un chacun, mais avec pas mal d'avantages derrière. Donc voilà, c'est un aspect pour moi sur YouTube qui m'a beaucoup dérangé, c'est ces youtubeurs qui font croire qu'ils ne gagnent rien. Alors il y en a qui galèrent, parce qu'on n'est pas tous égaux face à la monétisation sur YouTube. Moi en tant que vlogueur, je suis bien payé, vraiment très bien payé. J'ai un des RPM, les revenus par millier de vues, j'ai un des RPM les plus hauts sur YouTube, contrairement à la chaîne YouTube de Ghost and Us, où là le RPM il est divisé par 4. Donc des youtubeurs qui font des vidéos, voilà, je sais pas, d'automobile, etc., seront probablement moins bien payés que moi qui fais des vlogs. C'est complètement con, mais c'est comme ça. Nous avons YouTube est une plateforme qui évolue très rapidement et qui, contrairement au ressenti des vidéastes témoignant dans la série, prend en compte le retour de certains de ses créateurs. Certains. Souvent, YouTube, ils te disent laissez-nous votre avis, machin et tout. Ils te foutent tout un questionnaire à la con, là, et puis t'as jamais de nouvelles, tu sais. La plateforme échange régulièrement avec quelques gros youtubeurs, bien sûr, mais pas les petits. Vivement critiqué pour son manque de transparence sur la monétisation des contenus, YouTube a par exemple tenté de clarifier ces derniers mois ses conditions d'utilisation à travers des communiqués de nouvelles fonctionnalités. Par contre, ça c'est vrai. Quelques mois, on a vraiment vu une différence. Je sais pas quand est-ce que cet article a été rédigé, mais depuis quelques mois, il y a tous les mois, on a un email où YouTube nous tient un peu au courant des 13 septembre 2019, c'était il y a 2 ans. Tous les mois, il y a YouTube qui envoie un mail en disant voilà, on a changé ça sur la monétisation, on a changé ça, ils essaient d'expliquer plein de choses et tout. Donc c'est vrai que là-dessus, je suis assez d'accord, YouTube essaie de communiquer. En même temps, on est tellement de youtubeurs que je comprends que ça peut être compliqué, quoi. Même si le changement est long et qu'à l'heure actuelle, seuls quelques professionnels sont consultés par la plateforme, on ne peut pas dire que YouTube ignore complètement tous ses vidéastes. Non, mais je pense que c'est une grosse usine à gaz. Aïe aïe. Je crois qu'on a fini parce que là, il parle des networks et tout ça, des guidelines et tout. Et le bonheur est possible sur YouTube, rassure-toi, tout le monde ne bade pas sur YouTube. Il y a des créateurs et des créatrices très heureux, des amateurs comme des professionnels qui s'épanouissent dans la production vidéo. Ne crée pas de vidéos pour en faire un métier. Non, ça c'est sûr. Pour certains, il s'agit d'un bonus. Pour certaines, c'est juste une façon comme une autre de partager leur passion. Si tu souhaites en faire ton métier ou développer une communauté, c'est finalement de savoir dans quel univers tu mets les pieds. Bon, moi je suis dans les vlogs et les facecam. Ces constats me poussent aussi à remettre en question mes propres pratiques de consommation de vidéos. Le premier retour sur le travail des créateurs, il vient de celles et ceux qui les regardent. Pour éviter de contribuer au cyberharcèlement d'un vidéaste, il suffit de mettre un commentaire positif pour aider une meuf à sortir de la précarité ou pour investir dans son Tipeee. Pour faire connaître une chaîne, on peut faire le bouche à oreille. Le plus important est de savoir pourquoi on se lance sur YouTube et de se laisser une porte de sortie. C'est une bonne conclusion justement parce que c'est vrai que moi, vous savez, j'ai travaillé sur YouTube depuis des années et quand j'ai repris ma vie en main, en gros si vous voulez, depuis 1 an et demi, je me suis dit qu'est-ce que je fais? Est-ce que je cherche un travail différent de YouTube, Est-ce que j'essaie de créer mon propre contenu, de fidéliser mes abonnés, de partager mon quotidien comme j'ai pu monter depuis des années et puis même participer parce que j'étais dans les vlogs de toute façon. Donc j'y participais quand même. Est-ce que je prends le risque moi de mon côté de m'exposer à ce que j'ai pu vivre depuis quelques années et voir en background en gérant la modération et réseau? Je me suis dit écoute, je vais essayer, je vais voir, peut-être ça plaira, peut-être ça plaira pas. Là ça fait 1 an et demi que ça dure. Écoutez, je vais pas me plaindre, hein, ça marche toujours bien, y a pas de souci. Alors il y a des hauts et des bas au niveau des vues, il y a des positifs, des négatifs bien sûr. Il y a des points, il y a des aspects très négatifs avec le harcèlement etc. mais des aspects très positifs avec la communauté et tout. Mais je pense que c'est une décision, c'est un choix. On n'est jamais forcé à être youtubeur ou quoi que ce soit, mais ça reste un choix. Et ce choix, moi en tout cas, je le regrette pas. Après la porte de sortie, pour l'instant, j'y travaille. Je n'ai pas encore toutes les cartes en main pour pouvoir vous dire, écoutez, le jour où ça s'arrête, j'ai une alternative. J'en ai quelques-unes, j'ai des idées, ça c'est sûr. Mais pour l'instant, ça reste quand même à l'état embryonnaire, mais il faut y travailler toujours. De toute façon, quand je travaillais avec mon ancien associé, justement, j'avais discuté avec un professionnel qui disait, de toute façon, il faut toujours prévoir le prochain business avant la fin du business en cours. Parce qu'une entreprise ou un projet a une durée de vie moyenne de 6 ans. C'est statistique, c'est comme ça. Quand tu trouves une idée novatrice qui fonctionne, qui prend la patte, tu vois,
vois, et ben ça durera pas éternellement. C'est des trucs qui vont très vite. Tu sais, la technologie actuellement elle va très vite, l'informatique va très vite. On sait pas ce que YouTube sera dans un an, on sait pas ce que Twitch sera dans un an. C'est pas tout ça, tu vois. On peut espérer, on peut voilà, mais il faut toujours planifier, etc. Et moi c'est ce que j'ai toujours fait depuis mes 18 ans où j'étais entrepreneur. C'est quand j'avais un business qui fonctionnait, je réfléchissais déjà au business suivant parce que je savais que ça allait s'arrêter. Quand j'ai monté mes sites internet en 2014, ça faisait déjà quelques années que le train était passé. Le train était encore en train de passer, donc c'était le moment de se lancer. Si j'avais lancé ces business peut-être 2 ou 3 ans avant, j'aurais pu être encore plus... ça aurait pu marcher 10 fois plus en gros, parce que ça aurait été une idée novatrice. Maintenant j'ai réussi avec ce business à me démarquer, etc. C'est bien. Mais je le savais que ça allait pas durer des années et des années. Et j'ai arrêté tout ça en 2017, donc 3 ans après, 3 ans, 4 ans grand maximum après. On était déjà à 4 ans sur 6. Et là, j'ai constaté justement en guignant un peu sur internet que les concurrents que j'avais, que les principaux concurrents que j'avais, quasiment tous, pas tous, mais quasiment tous, ont arrêté quasiment leur business là en 2020-2021 et sont partis sur d'autres domaines, voilà, parce que ça a terminé, tu vois. Il y a plein de business models comme ça qui sont actuellement en cours dans notre quotidien, qui là on se dit ouais c'est génial machin, et puis dans quelques années ça va disparaître, ça laissera place à un autre business model, à un autre contenu. Et c'est pareil sur YouTube, ça respecte vraiment exactement la même trame, c'est que du contenu sur YouTube qui va plaire en 2018, ça va être l'effervescence, les vlogs YouTube par exemple, les vlogs famille 2015, 2016, waouh, 2017, 2018, vlog famille, c'est génial, c'est mieux que la télé, c'est la vraie vie et tout ça. Puis finalement, au bout de quelques années, tout ça se calme, tout ça se tasse. Et puis c'est un autre contenu qui vient prendre le relais. Et YouTube, il est pas con, lui, son algorithme, qu'est-ce qu'il fait? Il choisit ce qui marche. Et quand il voit que finalement les vlogs famille marchent de moins en moins, bah il va moins les mettre en avant. Et du coup, bah c'est la spirale infernale, c'est que les créateurs de contenu qui sont restés dans ce cadre de vlog famille, comme moi par exemple, et bah ça marchera de moins en moins. Alors ça marche toujours. Les vlogueurs famille ou les vlogueuses famille, ça marche toujours. Surtout ceux qui ont réussi à atteindre des nombres d'abonnés de plusieurs centaines de milliers, ils peuvent se permettre de faire moins de vlogs, etc. Parce que voilà, avec la rémunération YouTube qui reste quand même haute dans ce domaine, bon, on est plutôt tranquille. Mais il faut adapter. Et ça, c'est moi ce que je vous dis depuis 1 an et demi. J'avais fait une point de situation il y a 1 an, il me semble, en vous disant justement, j'ai décidé de faire une facecam et un vlog par jour. Et là, il est 2h18 du matin, je suis en train de tourner une facecam là, on est à 30 minutes de tournage. Je vais devoir la monter après, la rendre, l'envoyer sur YouTube et tout, donc c'est quand même du boulot. Mais il faut savoir ce qu'on veut et j'ai vraiment envie de... J'ai dit, moi, mon contenu, je vais pas faire des vlogs pendant des années, je sais même pas ce que sera YouTube dans 2 ans, tu vois. Mais j'essaie de vous proposer une alternative, j'essaie de voir ce qui vous plaît, j'essaie de tester des choses, d'autres types de vidéos et tout ça. Et les facecam au début de ma chaîne, il y a 1 an et demi, quand je faisais une facecam, c'était 500 vues, hein. C'était 500 vues, quand c'était 1000 vues, c'était énorme, alors que les vlogs, eux, faisaient genre 15-20 000 vues, tu vois. Voire même plus pour certains, donc t'as vu la balance, la différence de balance, donc c'était énorme. Tandis que là, 1 an et demi après, selon les facecam, donc si c'est une facecam qui marche moyen, comme une vidéo réaction ou autre, dans les 5000 vues, quelque chose comme ça, 2, 3, 4, 5000 vues, ça monte au fur et à mesure. Et si je fais des facecam sur des sujets un peu poignants, un peu plus perso, ou des trucs comme ça, qui titillent un peu plus votre curiosité, dans les 5, 6, 7000, parfois 10 000, j'ai vu des FAQ à 12 000 vues, tu vois. Tandis que les vlogs, de mon côté, sur ma chaîne, ont descendu. Je suis descendu progressivement à 15 000, 10 000, et là, mes vlogs, actuellement, ils se situent entre 8 000 et 10 000 vues dans le temps, parce que là vous allez tout de suite, je vois les gens, ils vont aller sur ma chaîne YouTube en disant c'est faux, son vlog là il a 6 000, celui-là 7 000. Oui, mais comme j'ai expliqué, les gens ils prennent leur temps à regarder le contenu tous les jours, même si demain j'arrête de poster des vidéos sur YouTube, que j'arrête mes réseaux sociaux et tout ça, je vais continuer de gagner de l'argent sur YouTube parce que mes vidéos continuent d'être vues en fait tous les jours. Si demain je poste aucune vidéo sur ma chaîne YouTube, je gagne pas 0, je gagne un minimum parce que les gens seront venus voir des anciens vlogs ou des vlogs qu'ils ont besoin de rattraper, etc. Mais je constate justement que sur ma chaîne, je commence à avoir cette barre là que j'attendais avec impatience, où mes facecam commencent vraiment à se rapprocher des vlogs. Donc je me suis jamais dit que mes facecam allaient faire 20 000 vues comme un vlog. L'époque où je faisais du 20 000 vues par vlog, je me suis jamais dit ah ouais, mes facecam vont monter. Non, au contraire, pour moi ça allait justement s'équilibrer. J'essaie de trouver un équilibre parfait et puis réfléchir après à d'autres business, etc. Voilà. Écoutez, j'espère que cette analyse d'article vous a plu avec mon avis personnel. On peut faire ça sur plein d'analyses différentes, on peut faire ça sur plein d'articles différents, des sujets divers et variés, pas que sur le monde de YouTube. Et j'espère que ça vous aura plu. Donc si vous en voulez d'autres, n'hésitez pas en commentaire à dire ce que vous en pensez. N'hésitez pas aussi, je sais pas si vous serez nombreux à regarder cette vidéo, et je le dis en fin de vidéo, non, j'aurais dû le dire en début de vidéo comme tous les youtubeurs, mais le meilleur soutien, justement, comme c'était marqué dans l'article, c'est l'abonnement, c'est la cloche, c'est le partage, le like, le commentaire. C'est vrai que bon, on n'a pas forcément le réflexe de le faire, mais ça permet quand même de récompenser, si vous voulez, un petit peu le créateur pour le travail qu'il fournit, si vous estimez que le travail le mérite. Voilà, du coup, si ma vidéo c'est de la merde, on va pas te forcer à mettre un commentaire positif, ça sert à rien, tu vois, faut être honnête. Mais voilà, c'est vrai que c'est quelque chose que moi je le dis jamais en vidéo. Ouais, abonnez-vous à tout prix, s'il vous plaît, abonnez-vous à tout prix. Ça m'est arrivé 1 ou 2 fois de le faire et j'ai vu qu'il y avait des montées d'abonnements, mais en fait j'aime pas ça. J'aime pas ça.
Voilà, c'est comme ça. Bref, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, je vous fais des bisous et je vous dis à très vite, salutations.